Bienvenue dans le programme Temps de science. Aujourd'hui, nous interviewons la physicienne Simone Baroni et nous comprenons ensemble pourquoi la vie existe dans l'univers et comment est-elle liée au passage du temps. Bienvenue Simone. Merci à vous pour l'invitation. Simone, commençons comme toujours par quelques questions pour notre public. Bien sûr. Salut, comment ça va? Si un chat voit une balle tomber de la table, le chat court après la balle. Si nous, les humains, voyons une balle tomber de la table, nous regardons la table et nous nous demandons pourquoi la balle est-elle tombée? Pourquoi est-elle tombée? Nous nous demandons le pourquoi de tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est la question que l'on se pose le plus souvent, même quand on est petit. Pourquoi? Après tout, comme nous faisons partie de l'univers, c'est comme si l'univers s'analysait lui-même de l'intérieur à travers nous, comme s'il se découvrait de l'intérieur, n'est-ce pas? Et alors aujourd'hui, on va répondre aux pourquoi suivants qui sont très importants. 1. Pourquoi y a-t-il de la vie dans l'univers? Parmi les nombreuses propriétés préalables à la vie, nous en examinerons deux en particulier. 2. Pourquoi s'il n'y avait pas du flux du temps, du passé vers le futur, la probabilité que la vie surgisse dans l'univers chuterait-elle brutalement? 3. Pourquoi si les atomes et les molécules et le monde microscopique n'obéissaient pas aux lois de la mécanique quantique, la vie dans l'univers n'existerait pas? Aujourd'hui, on va donc répondre à ces questions et à d'autres en cours de route. Excusez-moi, mais quel est le rapport entre le temps qui passe et l'existence de la vie? Le flux du temps, du passé au futur, sans jamais revenir en arrière, a la même cause, la même origine que l'existence de la vie. Et ce n'est là qu'une des nombreuses propriétés du temps. Heureusement, le temps se fait par couches, dans le sens où il possède de nombreuses propriétés et que nous pouvons les étudier une à une. Dans cette série sur le temps, je veux te guider. On va comprendre ces propriétés, une vidéo à la fois. Abonne-toi à ma chaîne maintenant et active la cloche. Nous comprendrons ce qu'est le temps et pourquoi il est si important pour notre existence. Nous comprendrons la relativité restreinte et générale d'Einstein, le temps quantique, le flux du temps. Voici le plan d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons résoudre un paradoxe apparent. D'une part, l'univers tend vers le désordre. C'est ce que dit le deuxième principe de la thermodynamique. Mais d'autre part, la vie semble violer cette tendance. La vie crée des structures ordonnées. En fait, la vie existe grâce à ces structures ordonnées. Nous allons donc élucider le mystère qui se cache derrière cette absurdité apparente. Et en faisant ça, nous reviendrons sur l'événement primordial qui a causé à la fois le passage du temps et la possibilité de la vie dans l'univers. C'est-à-dire que nous comprendrons comment les deux phénomènes ont la même cause primordiale. Pour faire ça, nous devrons considérer l'univers dans son ensemble, dans sa totalité. Et de là, de l'immensité du cosmos, nous plongerons alors dans l'infiniment petit. Et nous comprendrons une autre condition fondamentale et nécessaire à laquelle nous devons la vie, la nature quantique des atomes et des molécules. Bien que nous nous concentrerons principalement sur ces deux points, nous apprendrons au total 4 conditions importantes nécessaires à la vie dans l'univers. 2 de ces conditions en particulier concernent la vie comprise comme multicellulaire, la vie avancée, c'est-à-dire une civilisation comme celle des humains. Aujourd'hui, nous allons dévoiler ces 4 conditions au cours de cette vidéo. Ça devient très intéressant. Je suis très curieuse. Alors commençons. Je vais rapidement résumer certains points qui ont été abordés dans cette autre interview. Tu n'as pas besoin de la regarder pour comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette interview, nous avons dit que l'univers a une tendance à se désordonner. C'est le deuxième principe de la thermodynamique. Et jusqu'à présent, aucune violation n'a été détectée. Prenons 2 exemples simples mais très utiles. Une tasse qui s'est refroidie et un gaz qui se dilate. Le deuxième exemple nous aidera même à comprendre ce qui s'est passé immédiatement après le Big Bang. Si je laisse une tasse chaude sur la table, elle va se refroidir et l'air autour d'elle va se réchauffer un peu. Pourquoi? Tout comme le fait de mélanger un jeu de cartes conduit à un état plus désordonné des cartes. Et même si tu continues à les mélanger,
Les cartes ne se sépareront en guerre en rouge et en bleu par exemple. De la même façon, l'énergie des atomes et des molécules va se mélanger, se redistribuer et conduire à des situations plus désordonnées. Par exemple, une molécule d'air avec peu d'énergie de mouvement se heurte à une molécule dans la tasse chaude avec plus d'énergie, qui donne de l'énergie à la première. L'air devient chaud et la tasse devient froide. Ce mélange d'énergie est appelé mélange thermique des atomes et des molécules. Gardons cela à l'esprit, car il est responsable de divers effets dans la nature. Le deuxième exemple est très rapide et extrêmement utile. Un peu de gaz est d'abord confiné dans une zone d'une pièce, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je retire la barrière. Que fera le gaz? Il va s'étendre jusqu'à occuper toute la place dans la pièce, bien sûr. Comme nous le verrons dans quelques instants, juste après le Big Bang, une situation similaire et extrêmement homogène a été atteinte. Et ce modèle nous aidera à comprendre ce qui s'est passé immédiatement après. Cette tendance au désordre est la cause, elle est à l'origine du flux du temps du passé vers le futur, dans une seule direction. En fait, dans l'exemple du gaz, le gaz ne reviendra jamais occuper un petit espace dans la pièce, une fois qu'il aura occupé tout l'espace. Ou plutôt, il est peu probable qu'il revienne occuper un tout petit espace. Et cela exprime l'idée que le temps ne revient pas en arrière. Pourtant, on entend souvent dire que la vie viole ces principes. C'est vrai? La vie ne viole pas le deuxième principe de la thermodynamique. Sinon, on ne l'appellerait pas de principe de la thermodynamique. Un principe est une loi valable en toutes circonstances. Ce qui est vrai est que les êtres vivants sont capables de construire, de créer des structures ordonnées. Là où la tendance de l'univers est de se désordonner. Prenons quelques exemples. En fait, j'allais justement te demander des exemples. Prenons la molécule d'ADN d'un être humain. C'est une structure extrêmement ordonnée et complexe. L'ordre et la séquence exacte des 4 bases qui la composent déterminent si l'individu aura les yeux bleus ou quelle sera la forme de son visage, par exemple. L'ordre est important. Il est fondamental. L'ADN est un code. En effet, cet ordre se transmet de génération en génération au cours des siècles et des millénaires. Quelqu'un s'est même risqué à dire que l'ADN est l'être vivant et que nous n'en sommes que le porteur. La vie est capable de défendre l'ordre du code de l'ADN contre la destruction au cours des millénaires. Même si une molécule d'ADN est brisée, par exemple à cause des radiations, il existe des mécanismes pour réparer cette molécule à l'intérieur d'une cellule. Ou prenons un exemple macroscopique, un œuf. C'est un travail d'ingénierie naturelle, pourrait-on dire. Un travail très structuré, ordonné, capable de fournir de l'énergie et de la matière à un poussin en pleine croissance. La vie est capable de créer de l'ordre à partir du désordre. Je sens que tu es sur le point de dire un « par contre ». Exactement. Par contre, même les êtres vivants sont soumis, comme le reste du monde, au deuxième principe de la thermodynamique. Tu vois, tout processus dans lequel quelque chose se réchauffe est un processus irréversible, c'est-à-dire qu'il crée du désordre et ne revient pas en arrière, comme un œuf qui tombe se casse. Il en va de même pour les êtres vivants. Par exemple, le simple fait de penser réchauffe le cerveau et crée du désordre à niveau microscopique. Tout le métabolisme est un processus qui transforme les molécules complexes de la nourriture en de nombreuses molécules plus petites et beaucoup plus nombreuses. Cela augmente l'entropie et le désordre. Et notre corps chauffe notre environnement, perdant ainsi de l'énergie. Mais n'est-ce pas absurde? Si même un être vivant a tendance au désordre, comme tout le reste, comment peut-il alors créer de l'ordre à partir du désordre? Le secret est que chaque être vivant se nourrit d'énergie à faible entropie. Il absorbe de l'énergie en continu, mais de l'énergie à faible entropie. Qu'est-ce que cela signifie? Faisons une analogie avec un réfrigérateur. Dans cette analogie, l'intérieur du frigo est l'analogue de la personne, tandis que le moteur du frigo est la nourriture. Le frigo et la personne sont dans une pièce fermée. Lorsque le moteur est éteint, la température à l'intérieur du frigo augmente, le frigo se réchauffe. De même, sans nourriture,
l'entropie d'un être vivant augmente. Par conséquent, le désordre dans son corps augmente et se dégrade. Avec le moteur en marche, l'intérieur du frigo est maintenu froid. C'est-à-dire que le moteur est le moyen par lequel le réfrigérateur maintient sa température basse malgré sa tendance à chauffer. De même, la nourriture est la source d'énergie à faible entropie, grâce à laquelle un être vivant maintient son entropie basse, malgré sa tendance à augmenter. En même temps, le moteur réchauffe la pièce. De même, la personne chauffe la pièce dans laquelle elle se trouve, ce qui augmente l'entropie. Au total, l'entropie augmente, même si l'entropie du corps de la personne a diminué. Et pourquoi la nourriture est-elle une source d'énergie à faible entropie? Si je mange un œuf, cet œuf contient des molécules d'une certaine complexité. Il y a une structure très complexe, très sophistiquée. Et d'où vient cet œuf? De la poule. Et d'où vient la poule? Si nous remontons la chaîne alimentaire, nous arrivons aux plantes. La question revient alors à savoir d'où les plantes obtiennent leur énergie à faible entropie. Les plantes absorbent de l'énergie à faible entropie du Soleil. Pense à la planète Terre comme un tout, comme une seule entité. Le Soleil irradie la Terre avec des photons de haute énergie qui sont absorbés par les plantes pour effectuer la photosynthèse et démarrer la chaîne alimentaire. Mais pendant la nuit, la partie nocturne de la Terre, simplement parce qu'elle est plus chaude que l'espace, émet des photons de faible énergie vers le cosmos. Et l'énergie totale de la Terre est maintenue presque constante. Étant des photons de faible énergie, leur nombre est beaucoup plus élevé que le nombre de photons reçus par le Soleil. Il faut savoir qu'un faible nombre de photons équivaut à une faible entropie, alors qu'un nombre élevé de photons équivaut à une entropie élevée. En d'autres termes, la Terre se débarrasse de l'entropie en émettant beaucoup plus de photons qu'elle n'en reçoit du Soleil. Donc, pourrait-on dire que toute planète en orbite autour d'une étoile pourrait développer de la vie? Tu as dit plus tôt qu'il y avait beaucoup de facteurs nécessaires à la vie. Peux-tu en mentionner d'autres? Certainement. Une planète qui tire de l'énergie à faible entropie d'une étoile proche est certainement un de ces facteurs. Mais cela ne veut pas dire que n'importe quelle planète peut accueillir la vie. Deux autres facteurs très importants sont par exemple la taille de l'étoile et la distance entre la planète et l'étoile. Regarde cette bande dessinée. Elle te montre quelle est la fameuse zone habitable d'un système solaire. Le feu au centre représente l'étoile et les gens qui y sont assis sont les planètes. Le concept de zone habitable est la distance optimale par rapport au feu. Si tu es trop près du feu, tu te brûleras et tu brûleras aussi ta brochette ou ton marshmallow. Ici, c'est une question de goût. Par contre, si tu es trop loin, il fait trop froid et la nourriture ne cuit pas. Ou même, tu te congèles. Mais il y a une bonne distance à laquelle la température est parfaite. C'est la zone habitable. La Terre se trouve en plein dans la zone habitable du Soleil. Et pour une étoile plus froide que notre Soleil, la zone habitable est plus proche de l'étoile parce que c'est comme si le feu de camp était plus petit, plus sombre et qu'il fallait s'en rapprocher pour se réchauffer. Nous avons débloqué l'une des 4 conditions nécessaires pour la vie dans l'univers. Et quel est l'autre dont tu as parlé? Il est certain que la vie a aussi besoin de temps pour se développer. Imagine que depuis que notre Soleil s'est allumé et depuis que la Terre s'est formée, il y a presque 4,6 milliards d'années, il a fallu du temps pour que la vie se développe. Au moins un demi-milliard d'années pour les êtres vivants primitifs et plus de 4,5 milliards d'années pour que l'homme apparaisse sur la Terre. Et qu'est-ce que cela nous apprend? Que si l'étoile a une vie trop courte, la vie n'a pas le temps suffisant pour se développer. Ce diagramme te montre toutes les étoiles possibles dans l'univers. Quand une étoile naît, elle naît dans ce qu'on appelle la séquence principale. Ce n'est qu'un nom pour les premières étapes de la vie d'une étoile, quand elle brûle le combustible nucléaire qu'elle contient. Et quand une étoile sort de la séquence principale, cela crée des problèmes pour la vie sur la planète. Voici notre Soleil. Notre Soleil brûlera pendant environ 10 milliards d'années, c'est-à-dire encore 5 milliards d'années environ.
avant de sortir de la séquence principale. Tu dois savoir que des étoiles de différentes tailles naissent dans l'univers. Et plus une étoile est lourde, plus la température à l'intérieur sera élevée en raison de la forte pression des couches extérieures. Et plus la température est élevée, plus l'étoile brûle vite. Ainsi, une étoile 10 fois moins massive que le Soleil reste dans la séquence principale pendant environ 2 billions d'années. C'est encore plus long que l'âge de l'univers. Et pense qu'une étoile 60 fois plus massive que le Soleil ne reste dans la séquence principale que pendant 3 millions d'années. Ce n'est pas suffisant pour que la vie se développe sur une planète autour de cette étoile. Avec toutes les étoiles de l'univers, il est probable qu'il existe déjà d'autres formes de vie, plus ou moins développées sur d'autres planètes. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Il est très probable qu'il existe d'autres formes de vie intelligentes dans l'univers. Mais comme il faut un minimum de temps pour développer la vie sur une planète, il est aussi probable que ces hypothétiques civilisations extraterrestres soient à un degré de développement pas trop différent d'une autre. Et il est également probable que nous ne rencontrerons jamais ces autres civilisations, en raison des grandes distances qui nous séparent d'elles. Mais d'où vient cette situation de soleil chaud dans un espace froid? Si nous remontons dans le temps, nous rencontrerons des états de l'univers avec une entropie de plus en plus faible, avec des états de plus en plus ordonnés. Nous rencontrerons d'abord la formation de notre système solaire, puis la formation des premières galaxies, après la formation des premières étoiles, et ainsi de suite jusqu'au Big Bang. Le Big Bang est la cause primordiale de l'existence de la vie dans l'univers. Pas seulement parce que l'univers a créé, a généré cet univers, mais à cause de certaines propriétés caractéristiques très importantes du Big Bang lui-même. Et grâce à quelle propriété du Big Bang en particulier la vie s'est-elle développée? Grâce au fait que le Big Bang représente un état extrêmement ordonné de l'univers. Grâce à cela, l'univers, à partir d'un état extrêmement ordonné, n'a pu que se désordonner. C'est comme dire que si je mets une balle en haut sur une rampe et que je la laisse aller, elle ne peut que continuer à descendre. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Comment peut-on alors définir le Big Bang comme un état extrêmement ordonné? Cette question nous amène directement au cœur du problème, c'est-à-dire à comprendre comment le Big Bang a donné lieu à une situation extrêmement ordonnée. Une preuve de l'existence du Big Bang est le fond du micro-ondes qui peut être observé dans toutes les directions. Qu'est-ce que cela veut dire? On observe depuis la Terre un rayonnement venant de toutes les directions et ayant une température très similaire. La lumière a une température, comme lorsque tu achètes une ampoule. Plus la température de l'ampoule est basse, plus la couleur est chaude. On observe ce rayonnement de fond diffus cosmologique, comme on l'appelle, qui a une température d'environ moins de 170 degrés centigrades, 3 fois. C'est la lumière qui a traversé l'univers juste après le Big Bang. Et qu'est-ce que cela nous apprend sur le Big Bang? Bonne question. Cela nous dit que juste après le Big Bang, l'univers était très dense et chaud. Imagine, 100 secondes après le Big Bang, la température était de plusieurs milliards de degrés. Dans cette situation, la lumière, les photons, ne peuvent pas voyager sans être dérangés, mais sont continuellement déviés par les électrons, comme une boule dans un flipper. L'univers était donc opaque. Mais ensuite, il est devenu transparent. En fait, au fur et à mesure que l'univers s'étendait, sa température diminuait de plus en plus, jusqu'à ce que 380 000 ans après le Big Bang, la température devenait assez basse pour laisser la lumière se propager librement. Et c'est cette lumière qui nous est parvenue et que l'expérience WMAP a observée. Après 13,7 milliards d'années d'expansion, cette lumière s'est tellement refroidie que sa température n'est plus que de 2,73 Kelvin, soit environ moins de 170 degrés Celsius. On peut faire une analogie avec un nuage. La lumière à l'intérieur du nuage est continuellement déviée par les molécules d'eau qui constituent le nuage. C'est ce qui rend le nuage opaque. On ne peut pas voir à travers le nuage. De même, l'univers était opaque. Mais les photons qui sont émis à la surface du nuage peuvent nous atteindre sans être dérangés. Et c'est pour cela que nous observons la surface du nuage. De la même façon,
nous ne pouvons voir le photon émis que 380 000 ans après le Big Bang, lorsque l'univers est devenu transparent. Le fond diffus cosmologique de micro-ondes est une image de l'univers 380 000 ans après le Big Bang. C'est l'empreinte digitale du Big Bang qui nous permet de comprendre quel a été le véritable début de notre univers. Il révèle que juste après le Big Bang, l'univers était dans un état extrêmement homogène, distribué et très ordonné. Attends une seconde, mais n'avons-nous pas dit qu'une situation uniforme, comme un gaz occupant tout l'espace, est une situation d'entropie maximale? Alors, comment est-il possible que l'entropie ait augmenté encore plus après le Big Bang, si l'entropie était déjà maximale? Excellente question. Attention, ce qui suit est basé sur l'hypothèse de la courbure de Weyl, une hypothèse avancée par le célèbre physicien Roger Penrose en 1979. Prenons l'exemple du gaz qui se répand à l'intérieur de la pièce. Une fois que le gaz a occupé toute la place dans la pièce, Imaginons qu'une force soit activée, telle que la force de gravité, qui tend à faire en sorte que toutes les particules du gaz s'attirent les unes les autres pour former des conglomérats. De même, toujours selon l'hypothèse de Penrose, lorsque l'univers est devenu transparent, il était extrêmement homogène. Ce n'est que plus tard que les degrés de liberté gravitationnelle sont devenus actifs. Là où la densité était un peu plus élevée, cela a conduit à la formation d'étoiles et de galaxies. Pourquoi le désordre augmente-t-il si la matière s'agglutine? Parce que la force de gravité épaissit et accélère la matière. Et cela provoque une augmentation du désordre, car il y a plus de façons d'organiser les atomes et les molécules. et maintenant, nous pouvons donc relier le flux du temps, du passé au futur, à l'existence de la vie dans l'univers. Parce que la situation initiale uniforme de notre univers est la cause et est à l'origine du deuxième principe de la thermodynamique, qui à son tour est à l'origine du flux du temps du passé vers le futur. Mais le deuxième principe de la thermodynamique est aussi la cause de la situation Soleil, Terre, espace froid, et donc de la baisse de l'entropie de la Terre et de la possibilité que les êtres vivants maintiennent leur entropie basse et puissent créer des structures ordonnées, c'est-à-dire que la vie peut se développer. Je suis curieuse de comprendre la dernière condition, c'est-à-dire que sans les propriétés quantiques de la matière, il n'y aurait pas de vie dans l'univers. Imaginons une molécule d'ADN dans une cellule d'un être humain, par exemple. Cette molécule d'ADN est bombardée tout le temps par les autres molécules qui l'entourent, parce qu'à un niveau microscopique, les molécules ne restent pas immobiles. Surtout au niveau du liquide ou du gaz, les molécules sont constamment en mouvement et se heurtent les unes aux autres. C'est le même mélange thermique qui est à la base de l'écoulement du temps, de l'augmentation du désordre dans l'univers. Les molécules d'eau, par exemple, ou d'autres molécules en solution, se heurtent à la molécule d'ADN et lui donnent de l'énergie. Cette énergie peut activer les modes de vibration de l'ADN, par exemple, ou elle peut briser la molécule d'ADN. La cellule a des mécanismes pour réparer l'ADN, mais une rupture de l'ADN peut aussi conduire à la mort de la cellule ou, dans le pire des cas, à une réparation de l'ADN défectueuse et donc à une cellule cancéreuse. Mais heureusement, la molécule d'ADN ne peut pas absorber n'importe quelle quantité d'énergie, parce que l'énergie, au niveau microscopique, est quantifiée. Qu'est-ce que cela signifie? Imagine que tu entres dans le théâtre en passant par une rampe d'accès. Tu peux décider de t'arrêter où tu veux le long de la rampe, à n'importe quelle hauteur. En d'autres termes, toute valeur de la hauteur est possible. En mathématiques, on appelle cela une valeur continue, précisément parce que toutes les valeurs de la hauteur sont possibles. Si par contre tu prends l'escalier, tu ne peux t'arrêter qu'à la hauteur de chaque marche. Tu ne pourrais pas t'arrêter à mi-chemin, car tu retomberais sur l'étape précédente. Dans ce cas, on dit que les valeurs sont quantifiées, c'est-à-dire qu'il n'y a que certaines valeurs autorisées pour la hauteur. C'est ce que signifie le mot quantifié. Donc, soit tu fournis cette quantité minimale d'énergie à la molécule d'ADN, soit la molécule d'ADN restera intacte sans absorber de l'énergie du tout. De plus, il y a certaines configurations de la molécule d'ADN qu'elle peut atteindre après une rupture, appelée isomère, qui utilisent les mêmes atomes,
mais réarrangés légèrement différemment. Ces isomères ont une énergie très similaire à l'énergie initiale. Mais pour arriver à l'isomère, tu dois passer par ce qu'on appelle une barrière de potentiel. Cela signifie que tu dois fournir beaucoup d'énergie parce que c'est comme si l'isomère était dans une autre vallée. Pour arriver à cette vallée, il fallait traverser une montagne. Ainsi, les propriétés quantiques de la matière défendent l'existence de la vie dans l'univers. Il y a donc des conditions cosmiques et des conditions microscopiques quantiques nécessaires à l'existence de la vie dans l'univers. Et cela me rend encore plus proche de l'univers. Cela me donne un grand élan. Cela me donne plus de détermination pour explorer l'univers avec plus de passion. Quel est donc le sens de cette vie pour toi, pour nous, qui observons cet univers de l'intérieur? Le sens de la vie pour moi, c'est la recherche de la vérité. Vérité conçue comme la compréhension des mécanismes de la nature, du fonctionnement de l'univers dans lequel nous vivons. L'univers qui est notre maison. Simone, merci beaucoup pour cette belle conversation sur l'origine de la vie. Merci encore à vous pour l'invitation. Abonne-toi à ma chaîne maintenant, juste ici, et active la cloche. Et ensemble, nous explorerons toutes les propriétés du temps. Nous comprendrons ce qu'est le temps, et pourquoi nous le percevons de cette façon. Et d'une certaine manière, étant des êtres dans le temps, nous nous comprendrons mieux aussi nous-mêmes. Ciao!